Une grande ovation à son honorable M. Alphonse Soro, député. À l'honorable Soro Alphonse.
Merci, merci infiniment. Voilà, merci à M. Dawa une fois de plus. Merci, merci, merci. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité, de région que vaillance, enlevé ta dignité. Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, se bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous avons dans la paix ramené la liberté de l'espérance que nous animons. L'espérance en faisant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la fraternité. Merci, merci, merci infiniment. Veuillez vous asseoir, merci infiniment. Alors, nous appelons celui-là même qui représente la communauté ivoirienne ici à New York, en l'occurrence, le président Fofana Karamoko, président de l'UNI. On l'acclame très fort, on l'acclame très fort. Honorable Monsieur Alphonse Soro, député à l'Assemblée nationale, président de l'Alliance pour le changement, Monsieur le directeur des Ivoiriens à l'étranger, chers représentants des partis politiques, chers présidents des associations ivoiriennes, honorables invités, par ma voix, l'Union des Ivoiriens de New York souhaite la bienvenue à son honorable M. Alphonse Soro, député à l'Assemblée nationale. En tournée dans les grandes villes américaines et européennes, l'honorable Soro a à l'esprit de rencontrer la diaspora pour échanger sur les voies qui peuvent nous ramener la paix définitive en Côte d'Ivoire. Ainsi, le thème de la conférence de ce soir porte sur justice et réconciliation en Côte d'Ivoire. Les débats porteront sur les questions relatives au processus de réconciliation, au dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, à la libération des détenus, une justice équitable, au non-transfèrement de Mme Gbagbo à La Haye, la reconstruction post-conflit. Chères sœurs, chers frères, la diaspora est interpellée. Compte tenu de l'importance des thèmes à débattre, je voudrais laisser le soin à son honorable pour nous entretenir. Je vous remercie. Voilà, nous allons continuer le programme de ce soir. Alors, c'est une lourde tâche pour moi pour vous présenter l'hôte d'aujourd'hui, en l'occurrence l'honorable Soro Alphonse. Mais bien avant, je souhaiterais vous dire qui est M. Soro Alphonse. L'honorable Alphonse Soro est l'un des plus jeunes députés de Côte d'Ivoire, révélé à la Côte d'Ivoire suite à des brillantes interventions à l'émission Débat national
et au Forum pour la réconciliation nationale. Alphonse Thioma Soro est actuellement le président de l'Alliance pour le changement, APC, une organisation de la société civile très engagée dans la lutte pour le changement en Côte d'Ivoire. Son parcours politique et associatif est révélateur d'un combattant intrépide et déterminé. Né le 1er août 1977 à l'Apollo, village sénoufo situé dans la banlieue de Korogo, Alphonse Thioma Soro est titulaire d'un Master of Arts in Management and Marketing. Il est surtout connu pour son engagement dans la lutte politique. Son parcours scolaire est jalonné par la création et la participation de plusieurs organisations associatives, Jeunesse Unie de Lavagavogo au CE2, donc il a commencé très tôt, président de la coopérative scolaire à l'école primaire au CM1, CM2, plusieurs fois chef de classe, conseil scolaire du collège moderne privé l'ONIA de Korogo, etc. Au sein de la FECI, où il fait ses premières armes syndicales dès 1992. Il est successivement à l'organisation, puis à la communication de la session du lycée Oufo-Boigny de Korogo et secrétaire à l'éducation de la coordination nord de la FECI. Arrêté par les éléments de la gendarmerie du célèbre commandant Fezambi en pleine composition au baccalauréat et objet d'un convoi collectif pour syndicalisme par le proviseur du lycée Oufo-Boigny de Korogo. Il est par la suite membre de la section FECI et SAM d'Abidjan et du collectif des grandes écoles de Côte d'Ivoire, enfin membre du bureau des étudiants du groupe Agitel Formation d'Abidjan. Membre actif du Fonds uni de la jeunesse Fiji de 1998 à 1999 et deviendra plus tard membre du Forum des jeunes de Côte d'Ivoire en compagnie de Soro Guillaume. En 2000, il est élu président du Forum des associations du Nord, en abrégé FON, rebaptisé Forum des associations pour la nation en 2007. Organisation qui a joué un rôle déterminant dans la lutte contre l'arbitraire et l'exclusion. C'est en cette qualité qu'il interviendra au Forum pour la réconciliation nationale, présidé par le Premier ministre Seydou Eliman Diarra, pour interpeller la classe politique sur les dangers de l'ivoirité. Le Fonds a notamment organisé plusieurs séminaires, dont un sur les enjeux de l'identification en Côte d'Ivoire, une conférence internationale de la jeunesse africaine suivie d'une rencontre internationale sur l'intégration des États africains. Sans plus tarder, parce que la liste est exhaustive, sans plus tarder, je vous donne l'honorable Soro Alphonse. Exprimer d'entrée toute ma joie de me retrouver ici, à New York, devant vous, devant mes frères et devant mes sœurs de la Côte d'Ivoire. Je salue le président Karamoko pour sa disponibilité et j'associe à ses remerciements tous les membres de son staff et toute la communauté ivoirienne de New York. Merci à vous, chers parents. Je suis très heureux de partager cet instant avec vous. Et je voudrais vous demander de dire merci également au grand frère Konaté Ishaka. Il est le directeur général des Ivoiriens de l'étranger et qui, dès qu'il a eu l'information de cette rencontre, alors qu'il était déjà prévu qu'il vienne à New York, il a tout de suite ménagé son programme pour être à nos côtés. Grand frère, merci à toi.
à tous ces moments que j'aperçois dans cette salle, à tous ces papas, à tous ces frères et sœurs, je sais qu'ici c'est difficile d'avoir le temps à consacrer à ce genre de rencontres. Parce qu'on n'est pas à Abidjan, parce qu'on n'est pas à Bouaké, parce qu'on n'est pas à Korogo. On est très loin de là-bas. Et si vous avez accepté de laisser ce que vous aviez à faire aujourd'hui pour être ici ce soir, pour écouter ma petite voix de petit député, donc c'est que vraiment vous accordez un intérêt à la vie de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez raison, chers parents, vous avez raison de vous intéresser à la vie de la nation. Je suis là aujourd'hui pour vous donner les nouvelles du village. Chers parents vivant aux États-Unis, et particulièrement à New York, la Côte d'Ivoire revient de loin. Et on ne peut pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tel n'est pas le but de l'exercice. Mais je voudrais tout simplement partager avec vous la petite lecture que j'en ai. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et les espérances qu'il y a dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est sortie de la crise et qui est en train, je vais vous dire, qui est en train de devenir un très grand pays. Un très grand pays. Les militaires qui ont pris le pouvoir en décembre 1999 avaient deux préoccupations. La première, elle était d'ordre corporatiste, la revendication des primes de mission. La deuxième, c'était la fin de l'exclusion dans le débat politique qui risquait de faire basculer la Côte d'Ivoire dans la guerre et dans une crise profonde. Malheureusement, ces mêmes militaires ont assisté, pendant qu'ils étaient en exil, à l'exclusion de deux grands partis politiques aux élections présidentielles de l'an 2000. Il s'agit du PDCI et du RDR. C'est là-bas que les malheurs de la Côte d'Ivoire ont commencé. Et cette situation d'exclusion des plus grands partis politiques à l'occasion d'une élection présidentielle, il fallait forcément s'attendre aux conséquences. Les conséquences ont été douloureuses, elles ont été difficiles. Cela nous a coûté 10 années. 10 bonnes années pendant lesquelles, chers parents, nous avons perdu des frères, nous avons perdu des sœurs, nous avons perdu des parents. Chacun a été touché. Il n'y a aucune famille en Côte d'Ivoire qui n'a pas été touchée des 10 longues années de crise que la Côte d'Ivoire a connues. Le chemin a été long. Il a été très long. On a fait le tour des capitales du monde entier à la recherche d'accords. On a fini par avoir une côte mal taillée, mais avec laquelle nous avons réussi à organiser des élections présidentielles en l'an 2010. Ces élections, chers parents, ont été historiques. Ces élections, chers parents, sont les premières élections démocratiques et ouvertes de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À ces élections, la compétition fut loyale. La compétition fut équitable et la compétition fut, j'allais dire, totale.
Et les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme pour battre tous les records de mobilisation des élections dans le monde entier. Plus de 80% de taux de participation. C'était un message. C'était un message. Un message du peuple de Côte d'Ivoire de mettre fin à cette crise, de tourner la page noire de cette histoire qui n'avait que trop duré. Qui n'avait que trop duré. Cette mobilisation, les politiciens ont encore fait échouer cette volonté populaire. Parce que malheureusement, au sortir de ces élections, malheureusement, le perdant n'a pas été un bon perdant. Ça, c'est l'histoire. Et la volonté de garder le pouvoir nous a replongés dans une crise plus grave. Plus grave. Nous avons perdu, c'est plus de 5000 personnes. On chipote sur 3000, ce n'est pas 3000 personnes. On a perdu plus de 5000 personnes à l'occasion de cette crise post-électorale. Et cette crise a pris fin en avril 2011. Mais lorsqu'une telle crise prend fin, le souci premier de tous les démocrates, de tous les apôtres de la paix, c'est de se dire, on fait quoi pour éviter de retomber dans les mêmes travers? C'est pour cela que, en ce qui nous concerne, dès que nous sommes sortis du Golf Hotel, bien qu'ayant perdu nous-mêmes des personnes qui nous étaient très proches, mais nous avons pris notre bâton de pèlerin pour parcourir la Côte d'Ivoire, aller à la rencontre de nos frères et sœurs, et surtout de nos frères et sœurs du Front populaire ivoirien. Les ramener à la maison, les ramener dans le débat politique, dans le jeu politique, dans la vie de la nation. Nous avons fait de ce travail notre cheval de bataille. Et nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Ça a été difficile. Parce que, évidemment, chacun a son avis sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais je voudrais dire que le passé, c'est le passé. On n'a pas gagné les élections de 2010 pour venir faire de la politique. Alassane Ouattara a dit qu'il a gagné les élections de 2010 pour travailler, pour développer la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de place pour la politique. Et pour donner un écho à cela, nous nous sommes, j'allais dire, mis en mission. Le président ayant donné le ton, on sort de la crise post-électorale alors que ce monsieur aurait dû être, j'allais dire, celui qui allait appeler à la vengeance. Frères et sœurs de New York, depuis que vous êtes nés, depuis que vous parcourez le monde, depuis que vous observez des situations politiques, des crises politiques dans des pays, vous n'avez jamais entendu, jamais, qu'un homme politique a sa mère qui décède, on l'enterre et elle est déterrée. Jamais vous n'avez entendu ailleurs, dans le monde entier. Jamais. Je mets au défi quiconque de dire que cela s'est réalisé quelque part dans le monde entier, si ce n'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je prends ce seul exemple pour dire combien la haine était présente, pour dire combien la terreur nous a animés, pour dire combien on est allé très loin dans cette opposition, qui aurait dû être une simple opposition politique, une simple opposition d'idées, une simple opposition d'arguments,
comme cela se fait partout dans le monde, et particulièrement ici aux États-Unis. Mais au sortir donc de cette crise, le président de la République, il est le premier à donner le signal. Il met en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation nationale. Et il nous a mis en mission pour aller à la rencontre de tous les jeunes. Parce qu'avec le FPI, la jeunesse était très fortement, j'allais dire, au devant de la conquête et de la bataille politique. Et le président nous a demandé, allez-y vers les jeunes du FPI. Approchez-vous des jeunes du FPI. La politique est terminée. Il est temps de travailler. Et après ces injonctions du président, je suis allé rencontrer le président de la GFPI, le président intérimaire, quoi Justin, au siège du CNRD. Juste dès qu'on est sorti du Golf Hotel. C'était des moments difficiles. Et dans mon propre camp, on m'a traité de fou. Et de quelqu'un qui est en train de pactiser, j'allais dire avec le diable. Parce que les blessures étaient encore là, vivaces. Mais nous avons été rencontrés, quoi, Justin, pour lui dire, cher frère, ça fait 20 ans que ça dure. La politique doit prendre fin. La Côte d'Ivoire doit se développer. Aujourd'hui, je suis plus proche des dirigeants du COGEP de Blé Goudé. Les dirigeants actuels du COGEP, nous sommes en contact permanent, au quotidien. On essaie de leur parler pour leur dire, il faut qu'on mette fin à ça. Parce que le président de la République est occupé à développer, à travailler. Et nous avons la responsabilité de créer un environnement aseptisé, un environnement de paix, un environnement d'accalmie pour lui permettre de mettre en œuvre son programme. Dès qu'il y avait des petites crises partout en Côte d'Ivoire, des frictions ou des escarmouches avec les FRC, c'est nous qui étions au front pour nous interposer et éviter qu'il y ait de la vengeance. Parce que le président de la République a insisté sur le fait qu'il ne doit pas avoir une seule vengeance. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais nous avons fait ce travail à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons également fait ce travail à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai été au Libéria. Le premier à aller au Libéria à la rencontre de nos frères qui étaient là-bas. À la veille de la visite d'État du président à l'Ouest. J'ai été au Togo. J'ai envoyé des missions au Ghana à la demande du président parce que le président m'a dit, les jeunes du FPI, il faut t'occuper d'eux. Il faut faire en sorte qu'ils sachent que la crise est finie et que désormais, nous voulons travailler. Nous avons fait ce travail, pas parce que on était, j'allais dire, aussi contents. Au départ, je vais vous dire, c'était difficile. Parce que les blessures ont été très graves. Les blessures ont été très graves. Mais depuis que nous avons fini toutes ces missions, il y a une dynamique de retour irréversible qui s'est déclenchée. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne. J'allais dire, dans certains pays voisins, ils sont tous rentrés. Il y a encore des gens. Il y a encore des gens, certes, au Togo. Il reste encore d'autres personnes au Ghana. Mais au Libéria, c'est presque vide. Il ne reste que la portion des extrémistes avec qui nous discutons. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont des positions tranchées. Mais nous sommes les premiers à aller vers eux pour leur dire, c'est fini, revenez à la maison. Ils étaient réticents au départ, mais aujourd'hui, ils sont partis. Quand je suis arrivé à Lomé et que j'ai échangé avec les jeunes, ils ont dit, pas possible. J'ai demandé au HR d'organiser une mission GoNC. Le HCR a organisé une mission GoNC sur Abidjan.
On a pris le temps de les accueillir et de les accompagner partout dans les rues d'Abidjan. Le premier jour. Mais le deuxième jour, on ne les a même plus vus. À partir du deuxième jour, alors qu'ils avaient 3 jours à passer, à partir du deuxième jour, on n'a plus vu quelqu'un. Ils sont à Yopougon, ils sont à Bobo, ils sont à Cocody, ils sont partout, dans les maquis, dans les restaurants, parce qu'ils avaient envie de manger du garba, ils avaient envie de manger aloko, ils avaient envie de manger placali. Et c'est ce que je leur ai dit quand je suis arrivé à Lomé. J'ai dit, mais arrêtez. Ainsi qu'au Ghana. Je dis, arrêtez de manger du dokun ici, allons-y à Abidjan. Nos soeurs qui étaient là-bas, vous ne pouvez pas imaginer qu'on appelait nos soeurs One CD. One CD. One CD, c'est-à-dire avec un CD, vous vous offrez une Ivoirienne. Ils vivaient dans des conditions délabrées. Délabrées. On les a ramenés au pays. Et nous allons continuer ce travail. Personne ne restera dehors. Personne ne restera dehors. Telle est la volonté du chef de l'État. Telle est la volonté du président de la République. Mais on est confronté, j'allais dire, aux politiciens, aux extrémistes. Mais ils sont, je peux vous le dire, en train d'être isolés progressivement. Et au moment où ils vont se rendre compte, il n'y aura plus personne autour d'eux à l'extérieur. Tout le monde sera à Abidjan. Mais pendant que nous faisons ce travail, il est important de savoir que nous devons tirer les leçons du passé. C'est quoi les leçons du passé? En 1999, il y a eu un coup d'État, on a appelé ça le coup d'État sans effusion de sang. Il n'y a pas eu un seul blessé. À partir de 2000, on a commencé à enregistrer 57 morts, le charnier de Yopougon. Ça, c'est octobre 2000. En décembre 2000, à l'occasion des élections législatives, on a enregistré 500 morts. Non, c'était 300 en décembre. Et puis, en 2003, pendant la marche de l'opposition, on est parti à 500 morts. Et après, on est passé à 1000 morts. Pendant la crise post-électorale, on est passé à plus de 5000 personnes qui ont été tuées. Mais quand il y avait l'ensemble, quand il y avait ces tueries, qu'est-ce qu'on a fait? En 2001, on a tenté ce qu'on a appelé le Forum pour la réconciliation nationale. D'abord, avant le forum, il y a eu le procès des gendarmes pour le charnier de Yopougon. Et ils ont été graciés. On ne les a même pas mis en prison. Après, on organise un forum, il n'y a pas de justice. Et au fur et à mesure qu'on avançait, le nombre de personnes tuées augmentait. On fait amnistie, on fait forum de réconciliation, on fait, j'allais dire, séminaire à Bassam. Tout ceci n'a pas produit de résultat. Sauf que la situation s'est aggravée et le nombre de victimes a augmenté. Aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait des 3000 personnes officiellement qui ont été tuées. Beaucoup de personnes demandent une amnistie générale. Chers frères, c'est une erreur. Parce que l'amnistie n'a pas réglé le problème. Parce que l'amnistie ne règle pas le problème. Il ne faut pas continuer d'envoyer pour message à ceux qui tuent que vous aurez une amnistie le lendemain de votre forfaiture. C'est un mauvais message. Et donc,
nous sommes pour qu'il y ait la justice. Une justice équitable. Et c'est ce que le président de la République demande. Et donc, quand on parle de ça, on dit, mais il y a trop de contradictions dans ce que vous voulez. Vous voulez la réconciliation et puis vous voulez la justice. Où est la dichotomie? Où est la dichotomie entre la volonté de rendre justice et la volonté de faire en sorte qu'il y ait la réconciliation? Autant je suis le premier sur tous les fronts, à l'extérieur, au Ghana, au Libéria, partout, pour faire en sorte que nos frères reviennent, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vengeance, autant je suis le premier sur le terrain de la justice, parce que les victimes de la crise post-électorale doivent avoir au moins la justice. Il nous faut le faire pour l'histoire. Il nous faut le faire pour donner un message à tous ceux qui sont des gens qui détiennent des armes. Il nous faut le faire pour donner un message à tous les chefs d'État de l'ensemble du continent et particulièrement de la Côte d'Ivoire pour dire que c'est terminé. L'impunité a pris fin. Plus jamais en Côte d'Ivoire, vous allez vous lever et croire que vous pouvez tuer des gens et il n'y aura rien. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et donc, ceux qui ont affaire à la justice auront affaire à la justice. Peut-être qu'après, on pourra, n'est-ce pas, épiloguer sur l'ensemble des autres problématiques. Mais on ne peut pas poser ça comme condition. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour cela que vous nous avez vus en tête des mobilisations populaires pour qu'il y ait un procès pour Laurent Gbagbo. C'est une conviction. Il faut faire un tour dans les quartiers d'Abidjan. À l'heure où je vous parle, les victimes de la crise post-électorale sont fâchées avec le président de la République. Je vous dis. Parce qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que c'est elles qui doivent faire le sacrifice? Parce qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que les gens ne sont même pas à mesure de reconnaître ce qu'ils ont fait? Elles ne comprennent pas que les gens ne sont pas à mesure de présenter des excuses, de demander pardon. Et quand même le président de la République leur dit demander pardon aux victimes, il nargue plutôt les victimes. Il se moque plutôt des victimes. Et les victimes sont dans les quartiers. C'est dit, mais moi j'ai fait le tour à Abobo, à Treichville, à Yopougon. Mais à peine si les gens ne me chassent pas. Toi avec ton Alassane Ouattara, quittez ici. Vous nous avez oubliés. On ne peut pas accepter. Ceux qui nous ont massacrés, vous courez après eux. Vous leur donnez tout. Nous, on a fait quoi? Ce serait une bombe que nous allons laisser entre nos mains si nous ne prenons pas les dispositions pour qu'il y ait une justice en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a eu un cas de vengeance. Avant que la police n'intervienne, c'était trop tard. De quelqu'un qui était à Yopougon et qui a fait brûler, à cause de l'article 125, toute une famille. Le père, la mère et 2 enfants. Il y a un 3e qui a pu fuir. C'était ses voisins. Et c'est lui qui a organisé ça. Et donc au début, il a pris la poudre d'escampette et il est parti au Ghana. Mais quand on a enclenché la dynamique de retour de l'ensemble des réfugiés, il est rentré. Mais il est arrivé, le lendemain, il est parti chez lui à la maison là où il habitait avant, pour, dit-il, aller prendre des bagages. Il allait soulever ses bagages, il l'a mis dans un autour. Mais quand les voisins l'ont vu, avant que la police n'intervienne, c'était trop tard. Avant que la police n'intervienne, c'était trop tard. Parce qu'on dit, lui là, ici, ce n'est pas possible. Et donc, est-ce que nous voulons que les gens se rendent justice? Il ne faut pas que les gens se rendent justice.
Et donc, il faut donner la possibilité à ces victimes de pouvoir au moins voir ceux qui sont responsables des massacres être jugés, être condamnés. Et moi, le message que les victimes m'ont donné, et vous allez le comprendre par ma démarche, le message que les victimes m'ont donné, elles disent, de toute façon, tout le monde a été trempé dans cette affaire. On ne peut pas les mettre tous en prison. Ils ont été méchants, on le reconnaît. Mais on n'a pas le choix que de vivre avec eux, ce sont nos frères et sœurs. Nous sommes d'accord pour aller à la réconciliation. D'après eux, votre réconciliation, on est prêt à y aller. Mais on demande une seule chose. De Afin Guessan, Madame Gbagbo, tous les autres, on peut les libérer, ce n'est même pas la peine. On peut les libérer, ce n'est pas grave. Mais nous voulons une seule chose, celui qui est responsable de ça, celui par qui ça est arrivé, celui à cause de qui cette situation s'est présentée, celui qui a perdu les élections, qui a refusé de reconnaître sa défaite, qui a donné les fusils aux gens et qui a assisté impuissant. Les gens vous disent, on est d'accord, mais quand on nous dit, Gbagbo était président, pendant que l'article 125 était appliqué, il était président. Et il avait l'information que les gens brûlaient les gens. Est-ce qu'un seul jour, à la télévision, on a vu Gbagbo apparaître pour demander aux gens d'arrêter? Est-ce qu'un seul jour, on a vu Laurent Gbagbo à la télé ou son porte-parole à la télévision pour dire aux jeunes patriotes de mettre fin à leur article 125? C'est les victimes estiment que tous les autres, on peut les libérer. Tous les autres, ils peuvent pardonner. Tous les autres, ils peuvent être dehors. Mais Laurent Gbagbo doit être jugé et doit être condamné. Ça, c'est pas Alphonse Soro. Ça, c'est la position des victimes. Et donc, c'est le postulat sur la base duquel nous travaillons. Et je voudrais ici parler de quelque chose qui fait l'actualité. On parle de justice des vainqueurs. Moi, j'anticipe. Mais entre justice des vainqueurs et justice des cimetières, vous choisissez quoi? La justice des vainqueurs, c'est mieux. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, on assiste à une libération, à une vague de libération des prisonniers. Le président a fait libérer toute la direction du FPI, à l'exception de Blé Goudé et de Simone. Et récemment, il a encore fait libérer près de 3000 prisonniers. Tout le monde est en train de sortir des prisons. Mais aujourd'hui, ils regagnent leur maison, ils regagnent leur famille. Et ceux qui sont morts, et ceux qui ont été tués. Et si eux, à leur tour, ils avaient accepté aussi de mettre les gens en prison au lieu de les tuer, aujourd'hui on les aurait retrouvés vivants. Je voudrais vous dire, et à quelques jours du congrès du PDCI-RDA, rendre ici un hommage à Henri Konan Bédié. Sans Henri Konan Bédié, la paix n'était pas possible en Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui a accepté de regarder Alassane Ouattara avec un autre regard, loin de tout ce qu'on lui avait dit. Et il a découvert que c'était juste un frère. Juste un frère. Un frère de Côte d'Ivoire. Et je voudrais en tout cas dire ici que ce monsieur est un monument
à magnifier et je demande au PDCI d'en tenir compte. Parce que s'il continuait d'écouter les manipulations, la Côte d'Ivoire ne sortirait pas de la crise. C'est le lieu pour moi de demander à partir de New York et à quelques jours de ce congrès à Kakabe et à Alphonse Didier Madi de se retirer, de retirer leur candidature en faveur de Henri Konan Bédié. Je pense qu'on a également écouté récemment que M. Charles Konan Bédié avait des ambitions présidentielles. C'est quand même difficile. Bon, le réconciliateur national. Bon. Alors qu'en général, ces missions sont confiées à des gens qui sont d'une certaine neutralité, loin de toute cette ambition démesurée, sans compétence des hommes politiques. Bon, mais ça là, moi j'ai vu ça là venir il y a longtemps. Hein. Ça là, j'ai vu ça il y a longtemps. Hein. Mais quand j'ai commencé, tout le monde m'a attaqué. Parce que dès que Bani a commencé sa mission, il dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. Mais les gens disent, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir faire confiance à ceux qui commencent. Il a dit, ok, si vous le demandez, mais je vous dis que ça là, ça ne va pas donner grande chose. Voilà aujourd'hui. C'est Bani qui nous informe que Ouattara a échoué. Mais nous, on veut que toi, tu nous informes du niveau d'évolution de la réconciliation nationale. Toi, tu nous informes plutôt que Ouattara a échoué. Est-ce que toi, ta mission, c'était d'observer la gouvernance Ouattara ou bien c'était de travailler à rapprocher les Ivoiriens? Donc, moi, j'ai dit, bon, écoutez, ce n'est pas grave. Mais un seul conseil. Il faut que Bani aille à Morofé, il va aller se faire élire, et puis après, bon, on va venir regarder ensemble le bilan de Ouattara. Et donc, moi, je voudrais vous dire, chers parents, je sais qu'il y a beaucoup de mécontentement, d'insatisfaction. Les gens sont fâchés. Ce n'est même pas ici seulement. Même en Côte d'Ivoire, ça grogne. Mais la Côte d'Ivoire revient de loin. Et nous avons franchi plusieurs étapes à l'heure où je vous parle. Chers parents, il faut qu'on se rappelle de la chasse à l'étranger dans les rues d'Abidjan. Il n'y en a plus, c'est terminé. Il faut qu'on se rappelle que dans ce pays, il y avait beaucoup de concitoyens qui n'avaient pas de carte nationale d'identité. Aujourd'hui, c'est réglé. Il faut qu'on se rappelle qu'on s'est battu avec toutes les armes possibles pour qu'il y ait des élections auxquelles tous les enfants de la Côte d'Ivoire peuvent participer. Aujourd'hui, ça a été fait. Il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on sache que la Côte d'Ivoire en 2010 a organisé des élections démocratiques. Mais tout ça, ce sont des acquis. Mais 3 ans après, je pense que c'est un peu trop tôt pour être découragé. Surtout que, et ça, ce sera le dernier point sur lequel je vais intervenir, c'est un point extrêmement important, la gouvernance Ouattara. Frères et sœurs de Côte d'Ivoire, ici à New York, la Côte d'Ivoire a changé. Moi, je vais vous dire, si vous durez ici, là, 1 an après, aujourd'hui nous sommes le 29 septembre 2013, 29 septembre 2014, vous, certains d'entre vous, s'ils vont à Abidjan, ils vont se perdre, vous. Ils vont se perdre. Mais quel est l'état des lieux de la Côte d'Ivoire quand Alassane Ouattara arrive au pouvoir?
5 000 morts. Administration à zéro. Je dis bien à zéro. Même BIC, il n'y avait pas dans un seul ministère. Même BIC. Même un seul stylo, il n'y en avait pas dans un seul ministère. Mais, je prends le cas de société publique. Au port d'Abidjan, il y avait un trou de plus de 50 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, tout cet argent a été remboursé. À la Sotra, c'était plus de 100 milliards. Aujourd'hui, cet argent est en passe d'être totalement épongé. L'université de Côte d'Ivoire, qui était une caserne, il y avait plus d'armes à l'université qu'au camp Akouedo qui est juste à côté. Aujourd'hui où je vous parle, cette université fait la fierté du continent africain. Je ne dis pas de la Côte d'Ivoire. Du continent africain. Toutes les banques étaient pillées. Et l'armée n'avait même pas de vélo pour aller intervenir. Voilà l'état des lieux du pays quand on arrive, quand Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Mais les nouvelles sont bonnes. Et je peux vous dire, j'ai vu des ponts ici, là, ça ressemble à notre pont, là, hein, pont Henri Konan Bédié. Ah, il n'a pas duré ici pour rien. Hein. On dirait qu'il a fait les photos là. Parce que quand j'ai regardé, j'ai dit, ah, on dirait que le président... Le pont Henri Konan Bédié fera la fierté du continent africain. Moi, on ne parle pas de promesses, hein, parce qu'il y en a qui sont très forts dans promesses. Je vous dis, le pont Henri Konan Bédié, ils sont à près de 45% d'exécution des travaux. Et donc, vous aurez l'échangeur de la Riviera 2. Mais quand vous regardez l'échangeur de la Riviera 2 sur la photo, et puis on vous dit, c'est ça qui est en train de sortir devant vous, vous êtes content d'être ivoirien. L'échangeur de Marcory. Parce que nous, on a passé 10 ans dans la guerre, et puis tous les autres pays à côté de nous ont devancés. On n'était plus la locomotive. Parce qu'avant, je m'excuse, mais les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens venaient à Abidjan pour prendre des photos sur nos échangeurs là. Parce qu'on dit, ah, comment une route peut passer en dessous d'une autre, tout ça. Ça, c'était avant. Mais pendant que nous étions dans nos turpitudes de la crise décennale, ces pays, le Mali, le Burkina, le Sénégal, ont fait des échangeurs et ont même fait des échangeurs mieux que ce que nous avions en Côte d'Ivoire. Il y avait même des tunnels. Il y a même des tunnels. Il y a un tunnel à Dakar, il y a un tunnel au Burkina Faso. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de tunnel en Côte d'Ivoire. Et bien, avec Alassane Ouattara, il y a un tunnel, un tunnel, un tunnel, un tunnel, un tunnel. Un tunnel qui est en train de sortir, de terre. L'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, on dit oui, c'est Gbagbo qui a commencé. D'accord. Mais il fallait qu'on termine. Il y a des chantiers que Oufoué a commencé, Bédié n'a pas pu terminer. Il y a des chantiers que Bédié a commencé, Gbagbo n'a pas pu terminer. Mais si nous on vient, et puis l'argent qu'il faut pour terminer les chantiers, pour ne pas que ça reste comme ça, et qu'on arrive à le faire, c'est à mettre à son actif. Et cette autoroute ne va pas s'arrêter à Yamoussoukro. Elle s'en va à Bouaké. Elle s'en va à Bouaké. Il n'y avait pas de route entre Bouna et Doropo. La frontière, qui est une voie internationale, une voie du commerce international, qui fait que les gens sont obligés de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan, alors que juste à côté, il y a Abidjan. Désormais,
Le chantier va commencer dans quelques mois. Le financement est bouclé, le marché est attribué. Il y aura une autoroute entre Abidjan et Grand Bassam. Parce que quand je dis il y aura, les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Le barrage de Soubré, les travaux sont en cours. Le barrage de Boisflé, les travaux sont en cours. L'eau potable pour tout Abidjan, les travaux sont presque achevés. Centre de santé mère et enfants à Bingerville, les travaux sont en cours. La gare moderne d'Adjamé, qui va ressembler à vos gares que nous voyons ici, c'est en cours. Et là, avant que je quitte Abidjan, le président vient de décider qu'il va renouveler le goudron des 2 ponts et du boulevard Lagunaire. Il dit non, le goudron là est trop vieux, on va mettre nouveau. La baie Lagunaire est en train d'être nettoyée, ça va ressembler à vos lagunes là. Le traitement de la baie Lagunaire, ça va donner un autre visage à la Côte d'Ivoire. Les travaux sont à près de 30% déjà exécutés. Il y a, la semaine passée, il allait faire la première pioche du goudron entre Abobo et Anyama. Il y a les logements sociaux. Le président a dit tu as jusqu'en décembre pour livrer les premières maisons. L'assurance maladie universelle, il a dit au ministre Dosso, je te donne jusqu'à la fin de l'année, il faut que ça commence avec 1000 francs, les Ivoiriens vont se soigner gratuitement. Ça, ce sont les projets structurants et les projets, j'allais dire, qui sont transversaux. Mais en dehors de ça, le président organise les visites d'État. Au temps d'Oufoué, c'était la fête de l'indépendance. Quand la fête de l'indépendance arrive chez vous, c'est le bonheur. Avec Alassane Ouattara, quand on dit il y a visite d'État, c'est le bonheur qui arrive chez vous. Parce que quand le président arrive dans une localité, et d'ailleurs il a décidé, il va retourner à l'Est, quand il arrive dans une localité, tout le bitume de la ville est repris à zéro. Tout le bitume de la ville. Quand ils arrivent dans une localité, le réseau de l'eau, des routes et de l'électricité, tout est remis en place. Quand ils arrivent dans une localité, les centres de santé, les écoles sont équipés, sont réhabilités. Et quand on était à Korogo, il a lancé le projet d'électrification et d'adduction d'eau dans tous les villages de plus de 500 habitants. Chers parents, voilà ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et donc, ça c'est à l'intérieur. Mais quand on regarde à l'échelle internationale, regardez aujourd'hui la position de la Côte d'Ivoire. On a repris notre place en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on l'avait perdu, on est redevenu la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Président CEDEAO, on dit c'est 1 an. Il finit, on dit il faut continuer. Et certains présidents ont dit, mais pourquoi c'est 1 an? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire 2 ans pour que Ouattara... Donc, peut-être que quand il va finir encore 2e année, on va dire continue. Abidjan est redevenu la capitale de toutes les grandes rencontres.